Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission dont n'est pas filmé, l'émission cinéma critique de Station B. On est très heureux de vous retrouver pour cette émission. Alors là, on va avoir un grand panel de films à vous conseiller. Je pense que vous pouvez déjà sortir les calepins et les blocs notes pour noter tous les films qu'on va discuter. Alors il n'y aura pas énormément de débats. Là, ça va vraiment être autour de plusieurs chroniques. Alors déjà, on voulait absolument parler des films qui nous ont marqués il y a 20 ans et se prendre 20 ans dans la gueule potentiellement avec des films qui ont déjà pris ces 20 ans. Donc on peut citer des exemples très connus comme du Harry Potter 4, comme du Shrek 2 pour les nostalgiques. Voilà. On va faire un petit peu les boomers peut-être, ou alors parler de ces films tout bonnement dans une pure nostalgie, dans une pure poésie potentielle de films qui n'ont pas été appréciés par la génération d'après nous, mais c'est pas très grave, nous on va les défendre tant bien que mal. On a une belle table en plus autour, on a Joshua. Comment vas-tu, Joshua? Bonjour, merci beaucoup, ça va très bien. C'est vrai? Oui, top. Même si Shrek 2 est sorti il y a 21 ans, et pas 20 ans. Alors du coup, tu as déjà utilisé ton joker, je veux donner la date précise de Shrek 2, donc tu nous la sors pas une deuxième fois. Parce que 2004. C'est insupportable, et on va très vite te virer. C'est 2004. Toi qui vois. Il y en 2004, a un qui... c'est pas 2005. Il y en a un qui attend que ça, c'est Lenny. Bonjour Lenny, comment vas-tu? Bonjour, écoutez, un plaisir d'être là pour la 13e émission. Ah oui, t'aimes bien, toi, donner les t'aimes bien les chiffres exacts, etc. Ouais, et puis le côté porte-malheur, le côté pas spécialement d'actu fixe. Pour certains, ça porte bonheur le 13. Aussi. Peut-être que cette fois-ci, ça sera ton émission. Qui sait, peut-être que j'ai aimé un film. Ah, ça j'y crois absolument pas. Zéphyr, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va super, écoute, je suis très content d'être ici, de retour un petit peu à mon poste d'actu, et puis en plus j'ai écrit sur un film, alors moi j'ai envie de vous vendre ce film à 1000%, je vous le tease maintenant, je vous donne même pas le nom du film, vous devrez attendre la chronique, mais c'est un film pour enfants, qui est aussi pour les adultes, et c'est pas Shrek. Dans le côté 20 ans dans la gueule. Hein. Dans le côté 20 ans dans la gueule, exactement. Parce que tu vas participer aux deux chroniques, puisqu'il y en a une autre qui va arriver. Il y a des films plus récents. Voilà, les films d'actualité, on va partir sur un voyage temporel, présent, passé, peut-être futur. Non. Peut-être Joshua, il a un film qui n'est pas encore sorti à nous présenter d'ailleurs. Oh, wow. Donc on verra ça juste après. On a Romane. Comment vas-tu, Romane? Bonsoir, ça va très très bien. C'est vrai? Ouais. Et toi aussi, t'es là encore une fois pour dénoncer, ouais. J'ai l'impression. Comme toujours, écoutez. Chaque émission, t'es là pour passer une gueulante. Les hommes sont toujours aussi nuls, donc oui. Oh là là. Et quand on sera mieux, est-ce que tu penses faire des compliments sur les hommes? Non. D'accord. Donc c'est peut-être de la haine que tu as en toi? Peut-être. Ok, bon, on en parlera dans une autre émission, je pense. On a Marion, comment vas-tu, Marion, à la régie? Ah ça va? Très bien, j'ai un nouveau stagiaire avec moi. Ah oui, tu nous le présentes? Ah oui, je le reconnais. Je le reconnais celui-là. Oh là là. Il n'y a pas trop d'alcool ce soir, mais on va faire avec. Vous me rappelez quelqu'un qui a été un peu polémique sur l'émission? Non, j'ai changé de ligne éditoriale. J'ai vu un chien loup qui avait un regard un peu fou tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Vraiment, vous me faites penser. J'arrive pas à mettre le nom, mais vous faites penser à quelqu'un. On verra ça peut-être. Qui vous parlez, taisez-vous. On verra ça tout au long de l'émission. On a Aline aussi qui va nous faire une petite carte blanche tout à l'heure. Elle va nous faire un petit coucou et qui va aussi présenter son petit film qui a pris 20 ans. Spoiler, on en a déjà parlé. Mais tout de suite, on va retrouver cette fameuse revue d'actu. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et on ne change pas les habitudes avec une revue d'actu de Zéphyr qui a beaucoup de films à nous présenter avec tous les événements de mars et avril autour de Caen. Et oui, puisque avant l'été, c'est hyper chargé, on a le printemps et donc plein de dates, de festoches, de machins, etc. Je vais vous commencer, ok super. Je vais commencer par vous donner les dates du luxe, puisque j'y travaille effectivement, on priorise. Tout d'abord, on a Inglourious Bastard de Quentin Tarantino, si vous ne l'avez pas vu, sur la résistance française contre les nazis, et c'est aussi un peu un western, qui passe en ciné-Jacques au luxe le mercredi 2 avril à 20h45, venez, ça va être incroyable, super trop cool. Voilà. Tu le vends bien. Ouais, je l'ai pas encore vu, Inglourious Bastard, ouais mais je vais profiter de la Génial. soirée pour le voir. C'est un bon film de baston. Moi, dès qu'il y a des nazis qui meurent, ça me fait rire, donc tout va bien. Pas pour tout le monde, apparemment, c'est politique ce que je dis là. Exactement, c'est un avis moral sur la question.
Ensuite, on a Mickey 17 et Snowpiercer. Alors là, ça va être trop cool. On met en association 2 films de SF américains de Bong Joon-ho. Donc si vous voulez profiter d'un espèce de petit deal en Lux Picture Show, voilà, venez, les 2 tickets, c'est 4,50€ le film, ce qui est vachement pas cher. C'est le vendredi 11 avril à 18h45. Ça commence par Mickey 17 et ensuite Snowpiercer. Ensuite, on a l'histoire de Suleiman à l'Amphidor, le mardi 8 avril à 20h. Si vous avez raté l'histoire de Suleiman, c'est le moment d'aller le revoir. Ensuite, on a Flo de Gins Zilbalodis, avec une rencontre du producteur, donc qui n'est pas Zilbalodis, mais qui est une autre personne, dont je n'ai pas le prénom. C'est le mardi 15 avril à 20h. Et ensuite, pour conclure du coup cette session d'Amphidor, parce qu'en fait, ils ont tous reçu les Césars, l'histoire de Suleiman, Flo, et donc Persepolis de Marjane Satrapi, qui est une adaptation de la BD éponyme qui retrace l'enfance et l'adolescence de Marjane Satrapi, qui donc a vécu en Iran juste avant la chute de l'empire du Shah iranien, voilà, qui était le dictateur là-bas pendant un bout de temps. Et il y aura avec cette séance une rencontre avec Shirin Ardakani, qui est avocate de Narges Mohaddami, la lauréate du prix Nobel de la paix 2023, qui est en ce moment enfermée en prison et qui du coup envoie son avocate pour parler en son nom. On aura une rencontre avec elle à l'Amphidor et ça se passe le mardi 22 avril à 20h. Ensuite, on a un LPS Jack Black et Linklater, donc qui est un réalisateur, avec Bernie, qui est un film sur un croque-mort qui se fait manipuler émotionnellement par une dame âgée, donc avec Jack Black dans le premier rôle, et School of Rock, que vous avez peut-être déjà vu, pareil, avec Jack Black dans le premier rôle. Ça va être super, donc c'est un Lux Picture Show le vendredi 25 avril à 19h30. Et ensuite, bon, ça c'est un petit peu plus loin, et on vous le rappelle à chaque émission, c'est la nuit Stephen King qui va avoir lieu au Lux. Ça va être super trop cool, ça va être le samedi 24 mai, et on connaît déjà quelques titres de films, donc Carrie, Christine, ça de 2018, désolé, l'autre c'est un téléfilm, on n'a pas le temps, et The Shining, et on ne sait pas encore le dernier film, mais peut-être qu'on aura une exclue, peut-être pas, peut-être. Une exclue du genre potentiellement un dernier film sur Stephen King. Potentiellement avec un singe. Non, potentiellement encore mieux même. Puisque oui. Ça serait éventuellement une avant-première. Mais on ne peut pas trop parler de ce film puisqu'on n'a pas encore de réponse. Pourquoi vous donnez des infos comme ça et après vous les lâchez, puis il n'y a plus rien, c'est dans le vide, c'est dans le néant. C'est pour que les gens s'intéressent à ce qu'on dit. Bah ouais, mais moi ça me gêne, ça me frustre. Je pense à nos auditeurs et je pense à leur frustration et ils n'ont pas besoin de cette frustration accumulée dans ce monde. Qu'est-ce qui me fait l'autre là, le stagiaire à la ZUB? J'ai rien dit, j'ai Josué qui a commencé à dire qu'il fallait pas en parler trop. Ouais, mais bon, on a le droit de savoir, non? Au bout d'un moment, t'en parles. Les petits secrets, tu sais. Hein, oui, mais les petits secrets, t'es pas obligé de dire « Ah, j'ai un petit secret, j'aimerais pas le dévoiler, mais j'ai un petit secret. » Au bout d'un moment, t'as envie de dire « Bon, tu lâches le morceau. » Et non, pas tout de suite pour l'instant. Bon, bah on verra ça à la prochaine émission. Et oui. Ensuite, on a au Cinénac de Douves Eternal Sunshine on the Spotless Mind de Michel Gondry. Si vous l'avez raté, il était passé à l'Amphidor. Et là, il le repasse du coup au Cinénac de Douvres le vendredi 28 mars à 20h15. Et il y aura une discussion autour du film avec un spécialiste des films de patrimoine juste après. Donc pareil, ça promet d'être cool et instructif. Et enfin, au Café des Images, alors là, tout plein de trucs. Princesse Mononoke de Miyazaki. Donc un classique du studio Ghibli, si vous ne l'avez pas vu, ça passera donc au Café des Images le 9 avril, mercredi 9 avril à 16h. Ensuite, on a Under the Silver Lake de David Robert Mitchell qui va passer dans le cadre d'un j'allais dire Ciné-Jacques, Ciné-Clé, puisque c'est en association avec les étudiants en cinéma du collège-lycée expérimental d'Hérouville. Voilà, donc ça ce sera le jeudi 15 mai à 17h. Et ensuite, on a le Turfu Festival. Alors là, il y a 3 dates. C'est Mickey 17 à l'Amphidor, donc par le Café des Images, le mardi 1er avril à 20h. Ensuite, il y a au Café des Images une carte blanche de Alt 236, qui est un youtubeur que vous connaissez peut-être, qui est spécialisé dans l'étrange, le mystérieux et l'horreur dans le cinéma, la culture contemporaine et l'architecture, enfin tout plein de trucs. Et donc, il projette une vidéo, un projet visuel à lui, de 45 minutes à 19h30 et ensuite il y aura une discussion sur sa démarche artistique, etc. C'est donc le mercredi 2 avril à partir de 19h30. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, effectivement, comme le prochain événement qui est Flo, une projection de Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau, précédé d'une restitution d'atelier sur la montée des eaux en Normandie et précédé également
d'épisodes du Dessous des cartes. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast, c'est de l'analyse par la géographie en fait, oui, et génial. D'une rencontre avec un journaliste du coup du Dessous des cartes. Et ça va la concurrence entre le Cinéma Luxe et le Café des Images? Ça se passe bien. Entre Flo, quelques vous trucs diffusez les mêmes choses, Mickey 17, ça va la prochaine fois ils vont faire aussi une nuit Stephen King, vous allez faire la même nuit le même soir? C'est quoi ce délire là? Déjà, non, je vais pas parler au nom du luxe, mais ça nous fait vachement plaisir de programmer ces films, et peu importe si le Café des Images le fait en même temps. Et je pense que leurs projections vont être super aussi. C'était pas le sujet. Moi, je vous dis juste, je comprends pas pourquoi. Mickey 17, voilà. Flo, c'est pareil. À un moment, et Suleiman, j'ai l'impression aussi, ils l'ont fait il y a pas longtemps. Pas possible ça. Il va falloir aussi sortir un peu d'autres films. C'est le cinéma réessai, on n'y peut rien. Ah oui, Princesse Mononoke, c'est aussi Mickey 17. Oui, t'iras t'adresser à la direction du je vais Café des Images. Je vais m'adresser parce que là, franchement, il y a de la polémique à faire. Moi, je vous le dis. Je vais déjà faire une association genre vous me saoulez en fait. Et donc du coup, j'avais pas eu le temps de placer la date de Flo. Donc au Café des Images, c'est jeudi 3 avril à 19h30. Ça fait beaucoup de dates à noter. Excusez-moi pour cette liste très exhaustive. Du coup, le jeudi 3 avril, on a Flo au Café des Images, mais le 15 avril, on a Flo à l'Amphidore. Ouais, mais nous, ça va être mieux parce qu'il y a le producteur. C'est peut-être eux. Enfin, on n'est pas dans une concurrence. C'est ça aussi votre problème. Non, mais en fait, c'est à vous de juger. Moi, je vais apaiser le débat. Okay. Vous savez, le frère de qui est journaliste sur le Dessous des cartes d'Arte? David Guetta. Le frère de David Guetta est un très grand cartologue et il travaille pour le Dessous des cartes. Ah, c'est vrai? Ça, j'adore. Je pense pas que ce sera lui. Ça veut dire qu'il y a potentiellement David Guetta? Il y a potentiellement David Guetta à la soirée et Café. Non, mais oui, là, il nous la mettrait fort. S'il y a David Guetta et son frère qui arrivent mixer à la soirée. C'est bien, Joshua, j'aime bien. Parce que là, il faut un peu envenimer les choses. J'aime bien quand il y a de la baston en même temps dans cette émission. On va pas la voir sur la prochaine chronique, puisque là, on va présenter plusieurs films d'actualité. Mais où est-ce qu'il est, ce ton de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Justement, pour rester dans ce thème des 20 ans, justement, des films qui sont sortis en 2005, puisqu'on va vraiment essayer de se concentrer sur 2005-2004, pour certaines exceptions, puisqu'on n'a pas fait cette émission l'année dernière, donc il y a certaines frustrations qu'on aimerait mettre en avant. Désolé pour certains et certaines. Mais alors, là, on va parler de films beaucoup plus d'actualité, puisqu'on va parler de films qui sont sortis maximum il y a 3 semaines, et de films qui sont sortis tout juste la semaine dernière. Déjà, Zéphyr, tu voulais nous présenter À Bicyclette, qui, je crois, est encore au cinéma et qui a plutôt marqué, j'ai l'impression, puisqu'il a eu quand même un petit succès critique et aussi en termes de spectateurs, de ce que j'ai vu. Ouais, carrément. À Bicyclette, moi, je l'ai découvert en salle au luxe parce qu'un pote me l'a recommandé parce qu'il s'est vu avec son meilleur ami dans le film. Alors qu'en fait, c'est hyper personnel. Je sais pas si vous connaissez un peu le concept. En gros, c'est un film par Mathias Mlécuse et Philippe Rebaud, qui sont 2 acteurs qui ont déjà joué, il me semble, dans L'Amour flou pour Mathias Mlécuse. Et Philippe Rebaud, je l'ai pas vu dans grand-chose. Et en fait, ils partent sur les traces de Yuri, donc le vrai fils de Mathias Mlécuse, qui est décédé depuis, qui en fait a fait un voyage entre Montreuil et Istanbul, il me semble. C'est ça, il part jusqu'à Istanbul. Et donc, ils suivent ses traces à vélo et ils vont faire, comme lui avait fait, des spectacles de clowns dans les écoles sur le trajet. Et en fait, le film est vachement étrange. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que il peut y avoir des avis un peu clivants sur le truc parce que c'est entre fiction et réalité, pas entre tradition et modernité, entre fiction et réalité. Donc, le film commence et ils font leur départ de voyage, etc. Et on comprend que c'est filmé comme un film, comme une fiction, et qu'en fait toute l'histoire est basée sur le vrai ressenti personnel. Ils se posent, ils ont des vraies discussions sur le deuil, sur leur amitié qu'ils entretiennent entre eux, etc. Et donc c'est filmé d'une manière, c'est capté d'une manière, le projet est hyper perso, et ils avaient même peur de le sortir en salle, et même, en fait, ils ont été révélés au festival de Cannes, il me semble, et ils avaient très peur de laisser le film partir tout seul en salle. Et du coup, l'anecdote, c'est qu'ils ont voulu accompagner, je sais plus, genre 35 dates d'avant-première à travers toute la France. Ils ont tenu à être là pour parler avec le public à la sortie des avant-premières parce que c'était hyper personnel. Et c'est dur d'en parler quand on te dit d'en parler. Mais ouais, j'ai vraiment adoré ce film. Ça m'a donné envie de partir en vélo. Ça m'a donné envie de parler à mes parents, ça m'a donné envie de faire le clown. D'avoir un chien à qui je mets des lunettes et que je trimballe à l'arrière de mon vélo. Que tu fais déjà. Ouais.
Oui, si, je le fais déjà. Je t'ai déjà vu. Ou alors c'était une drôle de personne derrière toi. Ah oui, non, c'est mon cousin. Ah putain. Ouais, je suis désolé. Il est un peu plus petit que la moyenne. Mais ouais, il a des lunettes aussi, et il aboie des fois, mais c'est mon cousin. C'est pas, Puis en plus, c'est ton cousin, il est ton aîné. Oui, il a 30 ans de plus que moi. Oui, merde. Non, mais c'est pas grave, je t'en veux pas là-dessus. Oh, putain. Mais on va cutter, au secours. Et donc, dans la bicyclette, il y a beaucoup de moments de rigolade, malgré le thème qui est vachement pesant quand même. On parle de deuil, parce que notamment Philippe Rebaud, il a un humour qui est incroyable, qui a une espèce d'humour de daron, qui rigole de son propre alcoolisme, de sa propre mort qui arrive, etc. Et il le prend sur un ton tellement... Enfin, ça peut parler à beaucoup de gens qui traversent plein d'épreuves, de plein de styles. Je pense pas que le deuil, des trucs compliqués où tu te sens que tu as envie de pleurer, t'arrives pas à pleurer. Enfin, tout le monde, je pense, a quelque chose à tirer un peu dans ce film, même si le truc de flou entre fiction et réalité peut en troubler certains. Moi, je suis ressorti quand même en me disant c'est vachement impressionnant ce qu'ils ont réussi à mettre à l'écran. Et puis, c'est un peu un ovni quand même. On n'a pas trop l'habitude des films comme ça où vraiment les acteurs se livrent en jouant leur propre rôle, etc. Sans que ça, vu que c'est entre road trip, documentaire et fiction, on peut se perdre, mais on peut accepter de se perdre. Et je trouve que c'est à partir de ce moment-là que le film est beau. Tu le vends très très bien. Joshua, tu l'as vu en plus ce film. C'est le seul justement film où il y a eu au moins 2 personnes qui l'ont vu autour de cette table, parce qu'après on va partir sur des films un peu individuels. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu rejoins un peu l'avis de Zéphyr ? Je rejoins l'avis de Zéphyr. C'est vrai que c'est très déconcertant l'histoire de road trip, parce qu'ils le font pas vraiment. C'est un peu particulier, ils font que des dates clés, mais c'est vrai que c'est très touchant de la manière dont, il est super dur à dire son nom, Mathias Mlécus, pardon. Tu voulais mettre Lux absolument dans le nom. Pas grave. Mlécus. Et à quel point il se met à nu sur la perte d'un fils, qui est une chose très difficile pour un parent. Et c'est assez vraiment... Il y a un truc où il y a aucune pudeur, il y a aucune limite, et même du coup Philippe Rebaud il le parle de manière si frontale. En fait, vu que lui ils ont 60 ans, ils savent que là il y a plus que la prochaine étape, c'est la mort. C'est vraiment déconcertant, mais la manière dont c'est fait. Peut-être pas la prochaine étape. Oui, non, mais peut-être attendre un petit peu. Ouais, dans les prochaines étapes. Exactement. Mais il n'y a pas une manière pathétique ou de personnes qui s'apitoient sur leur sort, et c'est vraiment beau de la manière dont on le fait, et c'est des témoignages assez rares. D'accord. Écoutez, ça. Mais il faut préparer les mouchoirs. Oui. Je m'en doute bien au vu des thèmes quand même. Je pense que tout le monde l'a bien compris qu'il fallait quand même se préparer. Surtout, apparemment, si on parle pas mal de deuil aussi, il faut s'armer et que c'est pas non plus le road trip joyeux. On sort quand même avec le smile ou pas du tout ? On sort quand même avec le smile. Le message final du film, c'est la vie vaut d'être vécue, et ce voyage-là, il est super beau en fait. Il se reconnecte avec plein de gens, il rencontre des gens, il rencontre plein d'inconnus qui sont tous un peu étranges, qui sont du coup des fois des vrais gens, des fois des acteurs. Pareil, c'est hyper flou, mais tout est beau, quoi. Ok, au moins, pareil, toi, tu finis ta chronique sur quelque chose où on a envie d'y sourire et d'aller partir. Alors là, il y a une autre personne qui veut par contre ne pas sourire devant un film, qui a des choses à dire encore, qui, sur le cœur, c'est poignant, c'est fort, un grand message. Roman, tu voulais parler de Tesla et d'Elon Musk ? Non, oui, pardon. Si, carrément. Ouais. Non. C'est le message d'après. Non, ouais, après. Moi, je vais vous parler de Partenope, du coup, le nouveau film de Paolo Sorrentino. Que dire sur ce film ? On va commencer par les points positifs parce qu'il y en a quand même. Esthétiquement, le film il est vraiment trop beau. Ça donne qu'une envie, c'est de partir en Italie en vacances, de manger du ragoût, de boire des spritz et d'être sous le soleil en fait, tout simplement italien. Ensuite, c'est une production Yves Saint Laurent. Donc la plupart des costumes ont été dessinés par Anthony Vaccarello. C'est celui qui s'occupe actuellement de la maison Saint Laurent. Donc si on aime cette maison, si on est fan de leur tout simplement de leur collection, ça va faire plaisir. Et il y a une tenue qui est vraiment sublime, qui est composée du coup d'une mitre, d'un collier et d'une ceinture sertie de pierre qui s'inspire des trésors de San Gennaro, j'espère que je le prononce bien, qui a été dessinée par Carlo Poggioli. Vraiment, cette tenue-là, j'en rêve encore tous les soirs. La tenue est sublime. Oui, Zéphyr. C'est quoi une mitre ? C'est le chapeau des... Alors, je sais pas s'il y a que les papes qui portent ça, enfin des évêques, les gros trucs comme ça, là. Okay. Voilà. Et la tenue est vraiment trop belle. Et elle est portée par l'actrice qui est très jolie, on va pas se mentir. Après, on va parler des points négatifs maintenant, parce qu'il y en a beaucoup. Les fameux. Alors, déjà, le film est
hyper long, il dure 2h30, on les sent vraiment passer. En fait, on s'ennuie, les dialogues, ils sont pétés au sol. Ils répètent tout le temps tu penses à quoi et qu'est-ce que c'est qu'être un anthropologue. Bah on souffle, enfin je sais pas, ça apporte rien. On l'a entendu, oui, tu as soufflé littéralement. Je souffle vraiment très très fort. Ensuite, le gros point négatif du film, évidemment, c'est la misogynie et c'est ultra graveleux. En gros, du coup, on assiste à la naissance de Parthénopée. À ce moment-là, elle est bébé, c'est bon, elle n'est pas sexualisée, heureusement. Mais dès que Parthénopée atteint 18 ans, eh bien, nous la voyons en maillot de bain sortir de l'eau, un peu comme Vénus, et on la filme de bas en haut. Et après, on fait des petits inserts sur son corps, parce que une femme, ce n'est qu'un corps, évidemment. Et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est pas intéressant, c'est intéressant dans le fait que ce soit misogyne, c'est qu'on parle beaucoup de sa sexualité, mais en fait, sa sexualité, elle est réduite que par les hommes. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être... elle peut pas avoir une sexualité par elle-même, c'est forcément par le prisme des hommes, donc c'est nul. Il y a aussi une énorme romantisation de l'inceste dans le film qui est très gênante. Et vraiment... Et pourquoi pas ? Moi je pose des vraies questions. Pourquoi ? Ouais. Je rigole. Non. T'es pote avec Bastien Vives, toi ? Passe à l'argument d'après. Ok, d'accord, pas de soucis. On avait dit pas ici. Pardon, je suis vraiment désolée. Non mais t'as bien fait de rebondir, ça m'a calmé. Et puis pareil... On peut revenir vite fait sur l'inceste Jean-Philippe, non. Jean-Philippe, non. Je vais t'appeler Jean-Philippe, je ne sais pas pourquoi. Ton personnage, ce sera Jean-Philippe. En tout cas, je vois que l'inceste, ça fait plus parler que la misogynie. Oui, toujours. Et les deux fusionnés, alors... la misogynie Non, Jean-Philippe. Et pareil, je sais pas, le frère de Parthénopée, à un moment, il arrête pas de souffler sur le corps des gens. Pourquoi faire ça ? Je sais pas. Mais c'est la première fois que j'ai vraiment hésité à quitter une salle de cinéma. Parce que vraiment, c'était... c'est misogyne, mais... Je sais pas comment dire, genre, c'est misogyne comme un vieux mec de 70 ans qui filme des femmes, quoi. Et le film, pourtant, a vachement plu, j'ai l'impression. J'ai vu beaucoup de critiques positives dessus. Les gens sont en mode c'est sublime, c'est l'Italie, etc. Non, en fait, c'est juste misogyne, on s'ennuie. Oui, et puis l'Italie est belle de base, donc... Après, l'Italie, c'est beau, j'ai rien à dire là-dessus, effectivement. Oui, mais bon, ça en fait pas une bonne critique de film. On va pas dire, c'est super ce coin-là. Oui, c'est la ville qui est géniale. Parthénopée s'appelle Parthénopée parce que Parthénopée. D'accord. Le coin à Naples et tout, là. Ah oui. Ouais. Voilà, c'était une petite anecdote. J'ai hâte de l'adaptation Cherbourg. Ça existe déjà, ça s'appelle Les Parapluies de Cherbourg. Oui, mais super film d'ailleurs, ça faut regarder. Il y a personne qui s'appelle le personnage Cherbourg. Si. Ah ouais ? Ouais, il y a un petit mec dans le fond, il s'appelle Cherbourg. Bah oui, mais dans le fond. Il est derrière un petit parapluie et tout. C'est pas le personnage principal. Je m'en fiche. Ok. Voilà. Non, mais du coup, c'était vraiment pour dire n'y allez pas, sauf si vous êtes misogyne et vieux. Là, ça peut peut-être vous faire plaisir, mais sinon... sinon, c'est vraiment nul. Ce qui est dommage, parce que moi, j'étais quand même hyper happée par le film, parce que c'est trop beau. La bande-annonce donne quand même envie, c'est joli. C'est un film qui parle beaucoup. Moi, j'adore les films qui parlent, mais là, ça me parle pas. Et ouais. Et en plus, c'est une production Yves Saint Laurent, et j'aime bien Yves Saint Laurent. Et j'ai vu une super critique sur Letterboxd d'un mec qui s'appelle Jacques Salvadori. Je le connais pas, personnellement, mais il a dit Parthénope. Et ça m'a fait rire. Voilà, donc Parthénope et allez pas voir le film. Nope, non en anglais. Non, Nope, vraiment genre, non. Oui, Zéphyr. En plus, c'était vraiment dit dans le titre, il y a Parthe et il y a Nope. Ouais, je suis désolé. Tout est dit. Ouais. Et pourtant, Sorrentino, dans l'idée, parce que c'est vrai que tu nous as dit que tu avais vu d'autres films de Sorrentino, que tu n'avais pas trouvé ça mauvais non plus. La Grande Bellezza, j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça beau et j'avais bien aimé sa série Young Pop. C'est bon. Young Pop, j'avais bien aimé. Après, en fait, je pense que vraiment, c'est un vieux mec. Parfois, il arrive à faire des trucs sympas qui me parlent. Mais les autres fois, je pense que je suis pas du tout le public ciblé, en fait. Bon, du coup, ça nous fait un film à pas voir et un film à voir. Bon, c'est bien. Est-ce que... Alors là, je pense qu'on sait très bien la réponse. Non. Calmons-nous. Nous savons déjà la réponse. Lenny, oui. Tu as un film à présenter ? Absolument. Est-ce que tu l'as bien aimé ? On se demande, on sait pas. J'adore Suspense. Suspense de fou. Moi, à l'heure actuelle, je vais vous parler surtout de Magma, qui est le 3e film de Cyprien Vial, avec dans les rôles principaux Marina Foy et Théo Christine. On suit l'histoire de Katia Reiter, volcanologue, stationnée depuis plus de 10 ans en Guadeloupe, et qui prépare sa prochaine mission avec Aimé Lubin, étudiant qui termine sa thèse et qui se prépare à l'accompagner. Or, des mouvements étranges du volcan La Soufrière risquent de perturber leur projet, ainsi que d'inquiéter les habitants,
les touristes ou pire encore, les autorités pas forcément compétentes. Cette histoire, des mots du réalisateur lui-même, lui a été inspirée après la découverte du film Au cœur des volcans de Werner Herzog, qui lui a permis de découvrir l'éruption de la Soufrière en 1976, et notamment l'opposition entre deux scientifiques qui a eu beaucoup de conséquences. Avec cette idée, l'opposition, on la retrouve entre deux personnages, Katia, volcanologue d'expérience, qui, malgré toutes ces années passées sur place, ne sera pas forcément toujours vue comme légitime, que ce soit par les autorités ou la population, et mes jeunes étudiants, animés d'une passion pour les volcans, mais qui est avant tout guidés par l'envie d'aider les gens de l'île, quitte à leur dire les choses qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre, ou à vouloir s'opposer au gouvernement. Alors avec ça, on s'imagine plein de choses. On s'imagine peut-être un cocktail de tension, de discussion. On s'imagine forcément des plans magnifiques de l'endroit. Vous oubliez, la tension n'est pas là. Je pense qu'en termes de plans de la nature, vous pouvez trouver, un peu plus d'inspiration dans une pub Ushuaïa. À l'heure actuelle, le film cherche, du moins a cette envie de présenter et de se concentrer sur ses personnages, mais ne sait même pas comment nous les présenter et rush beaucoup trop d'intrigues. Se retrouve malheureusement à essayer de jouer la montre sur beaucoup trop d'éléments. Il a malgré tout, et c'est presque ça moi qui m'attriste, des idées, des tentatives, des envies de faire certaines choses. Je pense par exemple au climax ou même au rapport que le personnage principal peut avoir avec son équipe. Étant une femme, je dirais transfuge de classe, en tout cas elle ne vient pas de Guadeloupe, mais elle est arrivée là-bas. Elle s'est intégrée à une famille et on s'imaginerait que le film présenterait le côté classique de elle a pris le rôle de famille, elle est modèle. Que dalle, sa passion c'est les volcans, mais elle va presque à délaisser sa famille, à les oublier pendant qu'eux doivent évacuer l'endroit. Il y a pour moi plein d'éléments comme ça qui sont intéressants, que ce soit quand il est censé avoir une scène de tension avec une équipe, mais jamais rien. Jamais l'éruption du volcan, jamais la tension finale, et même que ce soit en termes de mise en scène, c'est un peu pauvre. Alors, ça peut être intéressant, ça reste quand même sympatoche, hein. On est sur un film d'1h25, donc on va pas non plus y perdre, à mon avis, les 2 heures comme tu as vécu, qui devaient 2h30. Oui, c'est vrai, 2h30. Ça devait être relativement long. Mais ça en est presque frustrant parce que je pense qu'il ne manque pas grand-chose, que ce soit en termes d'écriture ou en termes de mise en scène, pour avoir un bon film. Après, comme j'ai dit, ce n'est que le 3e film de son réalisateur qui, de ses propres aveux, chercherait à faire un film sur la montagne, en espérant que ce soit meilleur que certains films La Montagne. Mais j'étais sûr qu'il allait faire ça. J'étais sûr. Ah ouais, pitié, ça a été l'une des séances les plus longues de ma vie, tu m'excuseras. 4e fois qui... Oh là, j'ai 2 mains levées. On va dire ça va se battre. C'est très bien La Montagne. Non. Zéphyr. Je pensais qu'il allait parler de Kaizen. Mais c'est vrai qu'il a pas fait l'analogie. C'est dommage. Parce que j'ai pas vu C'était Kaizen. tellement gratuit. Mais parce que j'ai pas vu Kaizen. Oh t'aurais dû. Bon, pas envie. Oh, le Yeti. Ah, oh là là, le Yeti. Et incroyable. Le Yeti de GTA 5, évidemment. Oui, c'est le même. Voilà. Mais si on revient sur le film, malgré tout, on a quand même Marina Foïs qui nous file une performance qui est quand même assez impressionnante. On la retrouve à 55 ans à devoir grimper sur la Soufrière, donc qui est un volcan qui est encore en activité. Oui, c'est quand même relativement couillu, hein, parce que je me doute que certes, même si ça a été réduit, l'équipe qui se ramène avec tout le matos sur un truc où t'es en mode ça peut péter. Ça devait être quand même relativement quelque chose, mais malheureusement, je trouve qu'il y a encore plein de choses qui ne sont pas dans le film, qui manquent. Mais je pense qu'avec un peu plus d'expérience, on peut avoir matière. Très bien, écoute, c'est bien, au moins tu présentes bien les films que t'aimes pas, comme toujours. Après, j'espère que là, cette fois-ci, Joshua, normalement là tu vas nous conseiller un film que t'as bien aimé, mais qui n'est pas encore sorti, qui va sortir prochainement, il me semble. Est-ce que t'as la date exacte de sortie ? Il sort, on est le combien ? Le mercredi qui arrive, le 26 ? Le 26 mars. Il sort pile le jour de l'épisode. Voilà, c'est très bien. On est pile dans l'actualité, c'est Aimer perdre. Exactement, Aimer perdre qui dure 1h25, mais c'est une 1h25 qui passe très très vite. Vous faites référence à l'émission, les films sont-ils devenus trop longs ou... Parce que précisez bien les heures, etc. Non, c'est parce qu'il vient de dire que ça dure 1h25 la montagne, donc je faisais un parallèle. Ok. Voilà, j'essayais de me raccrocher. C'est bien. Donc, qu'est-ce que c'est donc que Aimer perdre ? Aimer perdre, c'est le nouveau film du duo Harpo et Lenny Gitt, deux frères qui ont un cinéma complètement barré de comédie. Ils tournent beaucoup à Bruxelles, et Bruxelles est vraiment un personnage de leur film. Leur premier film, c'était Fils de Plouc, qui ouvrait sur une scène où ils essayaient de faire cuire
du caca à la poêle. Et du coup, là, le deuxième film... Tu le vends bien. Hein. Le deuxième film est bien meilleur, enfin, est beaucoup moins trash, à part une scène. Donc là, on suit le personnage de Armande Pigeon. Et vraiment, si vous n'avez pas envie de voir un film avec un personnage qui s'appelle Armande Pigeon, je ne vous comprends pas. C'est une meuf qui vit au jour le jour, qui est sa propriétaire est quand même jouée par Catherine Ringer. Et elle lui doit beaucoup de mois elle lui doit au moins 3 loyers. Et du coup, on va suivre cette journée où elle va essayer de la rembourser. Et la grande force de ce film, c'est le personnage d'Armande Pigeon, joué par l'incroyable Maria Cavalier-Bazan, qui est la révélation de ce film. Et elle crève l'écran. Vraiment, elle est d'une fraîcheur et d'une énergie folle. Elle l'a dégonflé, l'écran. Merci bien. Merci. Que d'applaudissements. Merci Jean-Philippe aussi pour tes encouragements, Jean-Philippe. Ça parle d'inceste ? Non, pas encore. Rendors-toi. Ça a parlé de caca avant, hein, mais t'as loupé. Vas-y, continue parce que... Donc, contrairement à tout ce qui vient de se passer, Aimer perdre, c'est très drôle car c'est très surprenant. C'était très drôle. Oui, Aimer perdre, super. Et vraiment, s'il passe chez vous, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il va être que très peu distribué et c'est un gros coup de cœur. On peut reconnaître en plus un cinéma un peu punk où ils font croire qu'ils tournent un peu en guérilla, ils font un peu n'importe quoi avec la caméra. C'est super. Et mais le personnage d'Armande Pigeon est très très touchante. C'est une femme que la vie met à terre mais qui reste forte. Et voilà, ça vient tout juste de sortir. C'est pas beaucoup diffusé et c'est vraiment super. L'affiche est incroyable et il faut savoir que l'affiche a été faite par l'actrice Maria Cavalier-Bazan. Et ça, je vous conseille de voir ce film parce que rien que même que pour l'actrice, parce que très grande révélation. Bon, voilà, très bien, super anecdote. Pour le coup, que tu as vu en avant-première, en présentation avec les réalisateurs, il me semble, et l'actrice. Et très sympa, l'actrice. Et ils ont distribué des bonbons à tout le monde. Elle a une énergie folle, autant sur scène qu'à l'écran. Bon. Et c'est très très rare. Faut le signaler. Et on finit avec le Smile, avec un film qu'on a apprécié. La banane, comme tu dis. Donc on était avec... Il y a une grosse scène de caca aussi dans le film qui est superbe. Voilà, c'est comme ça que tu sais vendre un film et c'est là où j'ai envie de le voir. Mais où est-ce qu'il est ce ton de Perchman ? Qu'est-ce qu'il faut ? Et ça finit d'un coup. C'était Les Noces Funèbres, c'était le titre, on va dire, original. C'était en soi l'introduction qu'on avait. Puisque Les Noces Funèbres, ça a pris 20 ans. Et oui, déjà un film, à mon avis, que vous avez pris dans la gueule. Plein d'autres films ont pris 20 ans. On pense à des films cultes, comme évidemment moins cultes, des téléfilms, par exemple, mais qui ont marqué certains et certaines. Et c'est ce qui se comprend. Je les imagine déjà présenter des films, c'est pour ça, évidemment. Mais après, on a envie de les défendre. C'est notre nostalgie. On les a vus plus ou moins grands. Donc, évidemment, ils nous ont accompagnés. Ils sont dans notre ADN. Alors, on va tricher un peu. Ils ont soit pris 21, soit pris 19. Mais ça tourne autour de 20 ans, évidemment. Et alors, on a des films, alors plus que cultes. Déjà, on a le King Kong de Peter Jackson que Joshua, tu voulais présenter parce que, évidemment, ce film a plus que marqué nos enfances. Et on a peut-être même créé des traumatismes indéfiniment sur nos vies. Oui, alors moi je voulais parler du King Kong de Peter Jackson. C'est une des séances moi qui m'a le plus marqué. Je me rappelle l'avoir vu à la salle 12 de l'UGC Mondeville, évidemment. Je me rappelle plus, mais on était bien passé dans mes souvenirs au milieu. Ok. Et je trouve que c'est un peu les grands films d'aventure qu'on ne fait plus, qu'Hollywood ne propose plus. Donc faut savoir que Peter Jackson sort quand même de la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc on lui donne carte blanche, tout le monde veut l'avoir. Et c'est un projet qui lui tient très à cœur parce que King Kong est son film préféré. Du coup, il se lance dans cette grande... En fait, ça part dans un fou rire parce qu'il déglutit énormément. Et quand il déglutit, il le fait bien plus près du micro que quand il parle. Excusez-moi. C'est pour ça on essaye un peu de le limiter là-dessus. Donc il fait des efforts, c'est bien. Mais du coup, il refait un peu une grande fresque d'aventure parce que c'est un film somme qui dure quand même 3 heures. Donc il y a une grande partie avec un casting 3 étoiles parce qu'il y a encore Adrien Brody qui sort de son premier Oscar du pianiste. Il y a Jack Black, comme au luxe. Waouh. C'est beau. Tu fais bien les bonnes références. Naomi Watts qui sort de Mulholland Drive. Et il y avait un beau casting. Et il y avait aussi... Peter... mince, quoi il s'appelle, le gamin de Billy Elliot. Oui, tout à fait. Il y avait aussi celui qui faisait Gollum. Oui, qui fait King Kong. Et le cuisinier Yuli. Oui, c'est vrai. Comment il s'appelle ce con qui fait César, il fait tout. Oui, il fait plein de choses. Vous voyez, en tout cas. Gollum, c'est Gollum.
Et non, mais c'est vrai que c'est un peu triste. Pour moi, c'est un des derniers beaux blockbusters parce que c'est ni une franchise, c'était juste un one-shot dans un univers incroyable. Il y avait tout. Il y avait un gorille géant, des T-Rex qui se combattent dans des yans et on leur pète la mâchoire, on leur arrache la langue. L'univers est incroyable. L'univers est complètement fou. La scène de la fosse quand t'es petit au cinéma. Moi, et ça, c'est un truc qu'on a un peu perdu dans les blockbusters. Ils ont beau être tout public, ils peuvent quand même faire peur. Et cette scène de la fosse avec tous ces insectes géants. Et c'est de l'horreur. Hein. Moi, c'est de l'horreur pure. Cette scène avec Andy Serkis. Voilà. Avec Gollum, qui se fait bouffer par des sortes de vers phalliques très bizarroïdes. Ouais, c'est horrible. Qui se fait même manger petit à petit. Parce que c'est ça qui est horrible, c'est que tu le vois vraiment. La machette, en fait, c'est pas un truc. Au début, t'en vois un, et puis en fait, il y en a 2, 5, 6, c'est infini. Et alors, je suis vivant. Je bouge parce que je suis un être vivant. Oui, non, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, il y a cette générosité de ce grand final dans New York. Très. Les personnes n'aiment pas parce que il est peut-être un peu trop bête ou un peu trop romantique d'un premier degré de cette histoire d'amour entre Naomi Watts et King Kong. Mais moi, je trouve ça marche, ça me touche, cet amour entre les créatures. Mais oui. Et pourquoi pas ? Elle est tombée amoureuse de la bête. Il y a des énormes sabres. Il y a Jean-Philippe qui essaye déjà de me faire des signes parce qu'il aimerait savoir c'est quoi Non, Jean-Philippe, on va pas te donner le micro. Cette fois-ci, Jean-Philippe, j'ai pas envie. Tyran de navigation privée tout seul. On a fait l'inceste, etc. On va pas faire la zoologie parce qu'on sait l'étape d'après. Zoophilie. Zoologie, c'est autre chose. J'ai dit zoologie ? Oui. Bon, c'est pas grave. Zoophilie. Excusez-moi. Et surtout, ce qui est impressionnant, comme Le Seigneur des Anneaux, je trouve que les effets spéciaux n'ont pas bougé. Pour l'avoir revu récemment. Pourtant, il y a des images de partout, donc c'est évidemment que ça bouge. Il a pas compris, lui. Genre 24 fois par seconde, par exemple. Oui, voilà, exactement. Et King Kong. C'est du mouvement, hein, le cinéma. Ça vient du kiné, du grec. Oui, ça veut dire mouvement. Mais non. Et graphie comme photo. Tu dis n'importe quoi, toi. C'est extraordinaire. On est vraiment parti dans plusieurs personnages. Recentrons-nous. Et c'était vraiment pour moi un des derniers beaux blockbusters. Je me répète, mais c'est d'une générosité sans faille. Vraiment, dès qu'il y a une scène de bravoure, elle dure au moins 5 minutes. C'est parfait, c'est super bien monté. Et c'est aussi, moi, cette séance-là, je m'en rappelle beaucoup parce que... Qu'est-ce qu'il y a là, Les gros Italiens m'ont fait rire parce que c'est la dernière séance que j'ai fait avec mes 2 parents. Après, ils se sont séparés. Oh là là. Drame de sa vie, oui, Aline. C'est pas du tout ça la vraie anecdote. Pourquoi tu te souviens de ce film, Joshua? Ah oui, c'est bon, on le sait tous, je crois. Alors, on va revenir sur du... Voilà. Quoi? Vous n'êtes pas des vrais cinéphiles? Je suis volontairement fait pipi de suite. Les dinosaures arrivent, j'ai 8 ans, mon film préféré c'est Jurassic Park. Et si personne de dinosaures qui arrive, j'ai envie de faire pipi. Pas question que j'aille au chiottes. Il en pleure de rire. Oui, j'ai pissé sur les sièges de la salle douce de l'UGC. Il recommence à en parler là. Oui, UGC, j'ai pissé sur tes sièges. La salle 12. À chaque fois que vous irez à la salle 12 de l'UGC, j'ai marqué mon territoire. Et pas qu'une fois en plus. Une c'est déjà pas. C'est bien, merci beaucoup pour cette présentation du film. Et moi, mon film a 20 ans. Oui, non, mais là-dessus, t'inquiète pas, on a bien retenu. Et puis, c'est bien, tu te lis vraiment au film, un peu trop. Mais c'est pas grave, on va rester sur cet espace un peu pipi-caca. On va repartir sur du Shrek. Parce que Shrek, ça a pris 20 ans. Et puis bon, les blagues d'épais, on avait adoré. Aline, alors c'est pas un petit film pour toi, c'est un film qui t'a marqué, un film culte. Oui. Encore aujourd'hui, tu pourrais nous refaire même des dialogues. Oui, parce que c'est l'histoire de ma famille. En fait, finalement, moi, Shrek et Fiona, c'est mes parents. Ah putain, vous vous identifiez trop au film que vous regardez. Après, là, moi, je rassure, quand je regarde le film, je reste clean. Hein. Je veux dire, je me mets pas à péter dans le tout. Non. Pourtant, Dieu sait que les filles qui respirent dans le bocal, ça va me faire rire. Non, je reste classe. Non, alors Shrek 2, pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que déjà, il y a un petit lien avec l'actualité, parce qu'il y a quand même Shrek 5 qui va sortir. Oui. Même s'il a l'air à chier, il a le mérite de bientôt sortir, donc pourquoi pas. Bon, je sais pas si ça a un mérite à ce niveau-là, mais bon.
J'aurais la curiosité d'y aller. Parce que ça reste ma famille, donc je vais être présente pour eux, mais c'est vrai que ça va peut-être être dans le deuil, là. Voilà, peut-être. Mais on a 4 beaux et excellents films juste avant, dont le 2, qui nous est présenté, donc j'ai pris le résumé qui est présent sur Internet, qui dit « Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils sont invités par les parents de Fiona à venir dîner dans leur royaume, à far, far away, fort lointain. Cependant, ils ne se doutent pas que leur fille est devenue une ravissante ogresse. Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les projets des plus secrets du roi. » Alors, est-ce que vous avez déjà tous vu Shrek 2 ? Oui. Vous l'avez aimé ? Ah chef-d'œuvre. Voilà, chef-d'œuvre. Eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est de le regarder avec un œil adulte. Oh non, c'est pas possible. Mais toi, pisse-toi dessus et laisse-moi faire ma chronique. Oui, mais c'est parce que justement, il a envie depuis tout à l'heure, donc il est en mode dépêche-toi. Non, ce que je trouve génial, c'est que Shrek 2, j'ai voulu en parler parce que c'est un classique et que tu parlais de nostalgie tout à l'heure, c'est principalement la raison, puisque je regarde encore très souvent tous les Shrek, je fais un vrai marathon. Mais je trouvais ça intéressant parce que, quand même, mine de rien, si on se concentre un petit peu sur le fond du film, il a été fait, je pense que la cible première n'est pas les enfants, mais les adultes. Et on le remarque parce que, quand même, la thématique du film, c'est le changement. Enfin, on est quand même sur Shrek qui va devenir homme, qui va prendre une potion. Tout ça pour plaire. Ouais. Oui, Roman. Je veux juste dire que Shrek, en homme, il est vraiment moche. Ah oui, c'était ma seule intervention. C'était vraiment, Non, je trouve qu'en ogre, il est plus beau. Ça allait venir, le débat là-dessus. Et dès qu'il devient homme, il est Burk. Non, il est pas Burk. Après, l'âne en cheval, par contre, là, on parle. Ok. Bref. Bon. Ça regarde que moi. Zoophilie, là, 2 secondes. Non, en vrai, premier degré, je trouve que c'est intéressant parce qu'il va quand même boire une potion juste pour se métamorphoser par amour. Donc si c'est quand même pas une métaphore de l'amour, enfin voilà. Et l'amour triomphe toujours. Spoil alerte parce que j'espère que tout le monde l'a vu. Shrek et Fiona finiront ensemble en ogre et ogresse, rassure-toi d'ailleurs. Mais non, je trouve ça quand même hyper intéressant d'avoir pris ce prisme parce que tout le film est quand même génial, mais il questionne quand même sur la différence, sur rentrer dans des codes, dans une famille royale qui plus est. Sur les classes sociales. Sur les classes sociales. Parce qu'il y a vraiment un jugement de classe sociale entre Shrek et le roi, justement, qui dit tu vas aller avec un homme qui est pas bien en soi pour ta classe, etc. Il y a vraiment ce recentrer un peu et le cliché justement du prince charmant qui est en réalité la métaphore un peu du mec tout fait, tout beau, impec, alors qu'en réalité c'est une pourriture à l'intérieur. Exactement, donc c'est pour ça que je continue quand même toujours de regarder Shrek parce que au-delà du fait que ça soit génial, je trouve que ça éduque beaucoup. Alors le 2, je suis très d'accord là-dessus. Tous les autres. Ah, il y a des nuances. Mais le 2 reste chef-d'œuvre absolu. Ils sont tous incroyables. Mais d'accord pour t'accorder pour le 2. Voilà, pour moi le 2 reste bien au-dessus parce qu'il y a des moments aussi cultes qui sont pour moi restés à jamais dans ma tête avec des musiques, des BO, la BO est incroyable. De Bowie. Aussi, oui, tout à fait. Voilà, juste. On a évidemment Funky Town qui avait marqué et puis il y a ce fameux climax en soi avec gros bonhomme de pain d'épices et là je pense que tout le monde se revoit la scène, alors c'est le moment de se la refaire. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? Qu'est-ce qu'il fout ? Et c'était la BO de Shrek 2. Nous, on avait la version française, alors j'ai essayé de la choper pour essayer de la mettre, mais c'est très difficile. Donc je suis désolé pour les nostalgiques, mais sinon il y allait avoir tous les commentaires du film. Donc je m'en excuse. Mais bon, ça fait toujours du bien. Tu nous proposes aussi une sorte de parodie, je pense, de conte de fées, Zéphyr, puisque toi, c'est plutôt... Alors, au niveau du Petit Chaperon Rouge. Exact, ça sort à peu près dans la même période. C'est le 25 janvier 2006, donc il a pris 19 ans cette année. Désolé, les fans de Règles. Mais il est sorti donc en France le 25 janvier 2006. De Règles, Ah, ok. Ah non, non, moment d'hésitation. Non, fan de Règles du jeu, par exemple. Ouais, dans ce style-là. Donc ça s'appelle La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et j'espère que vous êtes prêts à l'apprendre, la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, parce qu'elle est passionnante. Alors déjà, c'est un film qui est aussi accessible pour les gamins, mais c'est-à-dire que c'est quand même un peu axé sur les enfants quand même, c'est quand même un petit peu bébête et tout, un petit peu plus bébête que Shrek, donc si vous voulez encore plus désactiver votre cerveau et encore plus que vos gamins comprennent le film... Attention, il y en a, ils aiment pas quand tu dis désactiver le cerveau. Ah oui, mince. Il y en a, ils vont dire qu'après, tu le réactives pas, ton cerveau. On dit mettre le cerveau en veille, du coup. C'est plus politiquement correct. Non, dis pas qu'on désactive le cerveau. Je parle pas de mon cerveau. Dis que ton cerveau est très sollicité et que tu regardes quelque chose de très passionnant, mais que
t'as le droit aussi de regarder ça, quoi. Je sais pas. T'es en train de réfléchir en même temps à la conscience sociopolitique des Français. On a le droit de tout faire. Pendant le film, voilà. Je fais ça en même temps. C'est ça. Sois sérieux quand même, s'il te plaît. Donc c'est un film d'animation pour enfants, c'est effectivement une parodie de contes de fées. On se retrouve à la base avec un loup, une petite fille se nommant Rouge, une mère grand, un bûcheron et Inspecteur Flippers, parce que Inspecteur Flippers, c'est une grenouille détective, et en fait, il arrive au moment où le petit chaperon rouge manque de se faire manger par le loup, qui a enfermé la mère grand dans un placard, et donc on découvre cette scène de crime. Et en fait, ça se construit comme Usual Suspect. C'est-à-dire qu'au début du film, on a la scène de crime, et après, tout le monde raconte son témoignage. Donc on a 4 témoignages, 4 histoires entrecoupées. C'est plus une parodie de Usual Suspect, limite, dans l'ADN, on va dire. Ouais, il y a un petit peu de Pulp Fiction aussi. En fait, ça a été fait par des gens qui étaient hyper inspirés par ces films-là, et c'est sorti 5 ans après Shrek 1, donc quand même, ils ont senti un petit peu la vague venir. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que le film a été produit pour 8 millions de dollars, donc presque 8 fois moins que Shrek 1, qui a été produit pour 60 millions. Et il a été, financé quasiment indépendamment, entièrement. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient une liberté absolue et complètement folle, qu'on voit dans très peu d'autres films d'animation. En fait, ils se laissent complètement aller sur plein de vannes et tout. Voilà, c'est un espèce de polar loufoque, donc avec des récits entrecoupés. Et cette idée des récits entrecoupés là, j'ai appris ça dans une interview, est venue, et ça parle un petit peu du coup aux enfants de cette génération-là, etc., des écrans de sélection de chapitres des DVD. Comme dans Shrek 2. Comme dans Shrek 2, où en fait les enfants, peu importe le chapitre auquel il allait, ils aimaient bien l'histoire. Oui. Et en fait là, ça se fait un petit peu dans ce style-là, c'est-à-dire que chaque histoire peut être plus ou moins appréciée, etc. Voilà, c'est un des premiers films d'animation par ordinateur à être entièrement financé de manière indépendante. L'animation est horrible. Ah oui, mais... moi de mémoire, même à l'époque... Alors, en fait, c'est super, parce que sans ça, le film marcherait peut-être moins, étonnamment, parce que c'est inspiré par de la stop motion, en même temps ils la font en 3D, en même temps elle est pas jolie, mais ça rajoute au comique, et le fond comique, c'est ça qui marche en fait pour les adultes. L'histoire, c'est un petit peu classique. En plus, il y a un twist, mais on voit le twist venir à 1000 à l'heure. Et du coup, c'est vachement drôle de le voir avec des enfants qui réalisent au dernier moment « Oh mon Dieu, en fait, c'est lui le méchant !» Et c'est trop drôle. Et je vous conseille de le re-regarder, vraiment. Parce que même avec ton regard aujourd'hui, tu te marres autant ? Même avec mon regard aujourd'hui. En fait, il y a des personnages hyper sérieux, il y a des vannes, en fait, il y a des punchliners qui marchent extrêmement bien, que les enfants vont pas du tout avoir, mais que les darons vont capter. Et il y a des personnages complètement débiles où peu importe l'âge, tu le regardes, tu te dis c'est quoi ce délire, le personnage du bûcheron. Non, je vais pas vous spoiler. Mais en fait, c'est pas vraiment un vrai bûcheron, c'est juste un mec un peu teubé qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Et ouais, moi j'ai vachement adoré ce film. En plus, alors il a été distribué par les frères Weinstein sur un coup de tête, sur un coup de chance pas possible du réal. Tu le vends bien. Dont genre la sœur du réal connaissait l'avocate d'un des Weinstein et du coup ils se sont fait produire. Enfin c'était une histoire un petit peu comme ça. Oula. Et ils sont en procès contre eux depuis. Et franchement, j'allais faire cette blague. Ouais, c'est dingue. Hein. Ils aiment pas du tout les Weinstein au final, donc ils les ont foutus en procès parce que voilà, problème de droit, etc. Comme dans pas mal de films. Pas étonnant. Ça marche parce que ça n'a pas été spécialement pensé pour un film pour enfants en fait. Ça a été créé, c'est un projet passion qui a été créé par des mecs de 30 piges qui ont fait ce qui les faisait rire à l'époque. Et en fait, de base, ils ont juste trouvé l'idée formidable. Le fait qu'il y ait de l'animation par-dessus, c'est venu juste parce que Shrek, quoi, parce qu'on leur a conseillé que l'animation en 3D pour les gamins, c'était bien. Et en fait, c'est un vrai projet passion. Et il a plu à ses créateurs avant d'être adapté au grand public. Donc du coup, il n'y avait pas de... Voilà. Et ils se demandaient quelle adaptation faire. Et le petit chaperon rouge, vu que c'est dans plein de pays, etc., que tout le monde peut reconnaître un petit peu l'histoire, voilà, c'était idéal. Puis qu'il y a un ressort comique en lui-même, c'est-à-dire avec cette histoire de manger et puis le loup, etc. Bon. Il y a beaucoup de ressorts faciles. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où on peut caler des vannes et ça ne manque pas. En fait, tu te dis carrément, mais ils ont eu trop de liberté pendant ce film, c'est hallucinant. Puis ça n'a pas été adapté par du Disney ou quoi que ce soit. Ah non, plus, du tout. Ça sort quasiment de nulle part. T'as les frères Grimm, t'as peut-être un dessin animé des années 70-80 dont j'ai entendu le générique l'autre jour qui est absolument infâme sur le petit chaperon rouge. Et puis après, il y a ça. Ouais. Ils ont fait un 2 ensuite. Bon, je vous conseille pas le 2, je vous conseille que le 1. Parce que le 1, notamment, il a été retenu alors, dans la liste des 10 longs métrages retenus par l'Academy of Motion Picture Arts and Science pour l'Oscar du meilleur film d'animation 2006. Ah oui. Il a été nominé parce qu'en fait, il a fait presque 1 million d'entrées en France les 2 premiers mois. Et donc,
Je ne sais pas pourquoi il a tant plu. Moi, je sais que moi, à l'époque, je me rappelle, il y avait eu beaucoup de communication autour du film. Et ouais, je me rappelle à la télé. Il y a eu un engouement. Bon, après, c'est aussi parce que les Weinstein, mais oui. Et qui veulent après, rentabiliser. C'est pas les Weinstein qui sont venus chez moi pour me dire tiens, le film tente. J'espère que ça aurait été un peu glauque. Ça aurait pas été étonnant d'eux, mais bon. Et aussi, petit argument, dans la VF, c'est Michel Leb qui double le loup. Oh, génial. Voilà. Donc, ça, c'est super. Si jamais vous voulez entendre Michel Leb faire un accent de loup. Jean-Philippe, il est trop heureux parce que... bonjour Jean-Philippe, déjà. Attendez, vous n'êtes pas Jean-Philippe ? Non... tu parles de... oui, Jean, non, mais il part. Il est plus dans son personnage, là, c'est fini. Vous me dites quelque chose, c'est bon. C'est toi, Joshua. Ouais, je déconne, c'est moi. Jean-Philippe. Bravo, on l'adore. Jean-Philippe. Moi. C'est depuis son Black Aduma. Il a choqué. Son Chao Pantin. Son Chao raciste, ouais, ton Chao Pantin raciste. Ça y est, il y a une autre personnalité qui ressort aujourd'hui au micro et c'est Jean-Philippe. Oui. Je peux reprendre ma voix d'avant. Non, en fait, on va garder, t'inquiète. Je dois parler d'un truc un peu sérieux. Oui, tu peux parler d'un truc un peu sérieux. Et justement, toi, t'as pas fini les effets. Je voulais juste conclure. Pardon. Je voulais juste conclure en disant qu'à chacun de dire si le film a bien ou mal vieilli, parce que sur plein de points c'est horrible, mais sur plein de points c'est un classique absolu. C'est une lettre d'amour au cinoche fait par des gens qui découvraient l'animation et qui avaient de l'or entre les mains. Et en plus, il y a un personnage dedans, c'est le précurseur des Mignons. D'accord. Voilà, c'est Twitchy l'écureuil. Twitchy l'écureuil qui ne boit pas de café, mais qui parle comme si. Bon, merci bien. Voilà. Et donc, du coup, toi, c'est quoi ton film de 20 ans nostalgique un peu ? En fait, j'avais pas préparé cette chronique parce que je suis un peu comme un cheveu sur la soupe. T'es pas obligé, hein ? Une très bonne soupe. Ok. La meilleure. Les cheveux d'ange. Waouh. Et c'est bizarre. Moi, j'ai un petit peu aimé ce bizarre. que j'ai fait. Et non, tu avais pensé un truc de fou quand j'étais gamin. Personne m'a cru à l'époque. Oula. Mais j'ai vu un film qui est sorti en 2005 et qui, lui, n'a pas mal vieilli parce qu'il a juste jamais été bien. C'est Blanche-Neige, la suite. Attends. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, pas le remake qui est sorti récemment et qui est une catastrophe. 2005, c'est sorti. Et par Disney ? Non, pas du tout. C'est un film. Attends, je vais trouver l'affiche parce que c'est un truc. Je crois que c'est espagnol. On va pas la montrer parce que en fait c'est un truc de cul sa mère, mais hyper gras. Et vraiment, genre je me rappelle mon père, j'étais en CE1, il met ça à la téloche un jeudi soir. Et il me fait allez on va regarder Blanche-Neige la suite, ça a l'air trop tout ça. Et là le film commence, au bout de 10 minutes t'as Blanche-Neige qui écarte les jambes parce qu'il vient de se marier avec son prince charmant. Le mec il arrive pas à bander. T'as la belle fée qui fait Miche et tout. Genre c'est horrible. Et genre j'étais seul devant la télé. Je suis désolé, c'est un peu gras pour la. Non, mais c'est confession, chacun son enfance avec son père. C'est qu'au bout de 35 minutes de film, bien sûr, ma mère commence à voir qu'il y a les tétons de la marraine, machin et tout. Et elle se met à regarder avec vous. Et du coup, elle fait c'est quoi ça ? Oui. Et au bout d'une heure, elle fait oh là, non. non, en vrai, non, il a dit on arrête tout de suite. Oui, Joshua. Du coup, ton père, il a dit les 10 parts, on continue. Ton père, il a pas arrêté le film. Ah non, il m'a laissé devant pendant 30 minutes et après, c'est ma mère qui a vu. Non, mais lui, il était là. Non, il m'a laissé, après il est parti boire au bar tout seul. Oui. Le père bizarre, tu vois, c'est ça les nibards. Quand dans Parthénope, tu comprendras dans 20 ans. Mais attends, c'est pas fini. En fait, le pire, c'est que je suis allé à l'école le lendemain et je me sentais de ouf comme un grand qui avait un truc un peu interdit, tu vois. Et je suis arrivé devant les potes et j'ai fait, moi les gars, j'ai un truc à vous dire. Non mais m'en voulez pas, hein, mais j'ai vu Blanche-Neige la suite. Et ils m'ont tous dit mais t'es nul, c'est Blanche-Neige 2 quoi, connard. Et j'ai fait non mais il y avait des seins et tout. Genre. Et là tout le monde ils m'ont dit pas du tout, c'est Blanche-Neige en fait. Et je suis passé pour un menteur, ouais, un mec qui a vu Blanche-Neige 2 qui croit que c'est un truc de grand quoi. J'étais le gros bébé alors que j'ai vu un truc de fou. Pas de fou quand j'avais des nibards, à l'âge que j'avais. T'as vu des nibards. Et voilà, ce serait ma seule partie de la chronique, je pense. C'est très bien, bravo, on peut l'applaudir pour ça, c'était émouvant. Hein. Bravo. Oui, Zéphyr ? C'est carrément traître parce que du coup c'est quand même vendu pour comme un film pour enfants, non ? Un peu, mais c'est horrible. Parce que tu te mates Blanche-Neige 1. Enfin, il n'y a même pas de 1 après Blanche-Neige. Tu te mates Blanche-Neige. C'est ça, tu mates Blanche-Neige. Oui, je vois Blanche-Neige 2. Je vous jure, il m'a montré l'affiche tout à l'heure. C'est pas du tout caché, c'est genre vraiment blanche. Oui. Là, t'as les images. On va peut-être montrer l'affiche, mais avec des il y a du foutage, parce qu'elle est vraiment décolletée. Les yeux sont sans lunettes. Montre pas ça à la caméra, sinon on va être foutu. Mais oui, non, c'était fait par Picha Tony Andra. C'est 1,5 sur 10 en notation. C'est lui qui a fait Gladiator 2. Non, je dis de la merde. Non, mais oui, je sais. Il a fait un autre film, le monsieur, après. J'imagine. Il a fait.
Ah oui, il a fait réponse 2, tout ça. Continuer, ouais. Il va regarder. Et on va finir peut-être sur une meilleure note, j'espère quand même. Roman, toi, tu voulais nous présenter aussi un petit film. Alors, qui a pris 19 ans. Il y en a un qui a pris 19 ans et l'autre 20 ans, je crois précisément. Non, je vais en présenter qu'un seul du coup. Okay. Du coup, il a 19 ans, effectivement. J'ai pas respecté la règle. Je pense qu'on finit par le meilleur film. Et pour une fois, je vais pas râler. Mais je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis. J'ai parlé d'High School Musical. D'accord. ouais. Musical, exactement. Parce que, mais quel banger High School Musical. Donc j'ai parlé du premier parce que les autres, ils sont sortis après. Ouais. Mais c'est juste génial. Regardez-le. Si vous aimez pas, vous êtes nuls. C'est une super comédie musicale au lycée. On suit des lycéens. On suit surtout Troy Bolton. On suit Troy. Alors Troy, c'est un peu la star qu'on rêve tous d'être. C'est un peu le pape à East Side School. Okay. En gros, s'il vient pas, le lycée ferme. Et en fait, il doit faire un choix hyper crucial choisir entre le basket ou le chant. Il peut pas faire les deux parce que c'est pas possible, vous savez. Ouais, et au final, choix cornélien quoi. Au final, ce sera possible. Oh waouh. Il arrivera à faire les deux. Attention. Là, tu spoil pas, j'espère, parce que là, il y avait une intrigue, quand même passionnante. Après, je veux dire, ça a 19 ans, les gars. Il y a un moment, fallait le voir. Non, on n'a pas le droit de spoil quand même ici. Oui, Joshua. Ouais, excuse-moi, t'as oublié l'autre intrigue ultra importante de celle de Gabriella, qui doit choisir entre les maths et les chants. Alors oui. Et les quoi? Et le chant. Et le chant aussi, d'accord. Les maths ou le chant. Tu sais, c'est pas facile la vie quand toi t'as les maths, toi t'as le chant. Ouais. Tu peux pas choisir sinon. T'es un peu trop émotif quand même. Ton agenda il chevauche et tout et tu peux pas. T'as pas pissé devant High School Musical? Bah non, parce qu'il est passé sur M6 à la télé, je pouvais aller aux toilettes et il y avait pas de dinosaures. C'est bien. Non mais High School Musical 1 c'est de la frappe. C'est de la frappe. C'est de la frappe, c'est très nostalgique. La musique de fin est cool. C'est le même d'intro, Something New est trop bien. Et le duo, en fait, marche beaucoup bien entre Gabriella et Troy. Il marche beaucoup bien. Oui, après, il faut le dire, à ce moment-là, ils étaient vraiment amoureux dans la vraie vie. Et en fait, ça se voit à l'écran. Et c'est trop mignon. Ouais. Voilà. Ça transpire à l'écran. Après, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Parce que là, on parle de Gabriella et de Troy. Mais je pense qu'il faut rendre justice à Sharpay Evans. Parce que la pauvre, Sharpay, depuis qu'elle est toute petite, son rêve, c'est d'être une icône de la musique, etc. Et il y a deux bouffons, si je peux me permettre, qui sont là et qui viennent lui voler la vedette. Et moi, j'ai trop de peine pour Sharpay parce que Sharpay, elle a juste un seul rêve. Et oui, Raph. C'est un nom de chien, Sharpay, putain. C'est les trucs qui ont trop de peau pour vivre là. Tu vas les retirer la tête pour qu'ils puissent voir quelque chose. Je suis désolé, c'est un nom. On fait un vrai débat là sur High School Musical. Vous êtes sérieux? Alors vraiment le mot de la fin. Oui, Joshua. Alors pour vous dire que c'est une saga de pointure quand même, High School Musical. Le réalisateur c'est Kenny Ortega. Et c'est quand même le chorégraphe de Michael Jackson sur ses 4 dernières tournées. Donc il n'y a pas mieux que lui pour faire une comédie musicale. Vas-y Roman. Il est chorégraphe, il n'est pas réalisateur, tu l'as dit dans le titre quand même. Non mais c'est vraiment super, oui, toutes les musiques sont géniales, les chorégraphies sont trop bien. En fait, tu peux pas être triste en regardant High School Musical, c'est vraiment une dose d'endorphine qui est incroyable. On a fait un marathon il y a pas longtemps High School Musical et je pense qu'on n'a jamais été aussi heureux. Moi depuis ma vie elle est hyper fade et j'arrête pas de râler sur les films faits par des hommes qui sont sexistes. J'aimerais vivre dans High School Musical en fait, s'il vous plaît. Il y a un background. Joshua, dernier mot, je te jure. C'est une saga qui a révélé alors Zac Efron, mais aussi Austin Butler dans le téléfilm. Non, stop. Sur Sharpay, un dernier mot. En fait, ça, c'est pas High School Musical, c'est un spin-off, c'est les fabuleuses aventures de Sharpay. C'est génial parce qu'il y a Sharpay et dedans il y a Austin Butler. Ce soir, j'ai préparé des bouquets de dinde. C'est très fin, ça se mange sans fin. Et tout de suite, la carte blanche d'Aline. Merci beaucoup pour m'accorder cette petite carte blanche. Du coup, vu qu'on est au mois de mars, je voulais en profiter pour revenir rapidement sur la journée des droits de la femme qui a eu lieu le 8 mars. Et pour ça, je voulais parler et évoquer d'une époque où les femmes dans le cinéma étaient à leur comment on dit ? Non, j'ai perdu le mot. Prime, merci. Alors Prime est à leur prime parce que avant qu'on soit mise sous silence, on a eu des bonnes idées et on a inventé des belles choses. Donc c'est là-dessus que je voudrais revenir assez rapidement. Donc le contexte historique des femmes dans le cinéma à l'époque, juste après la création du cinématographe par les frères Lumière en décembre 1995. On est dans un Hollywood qui n'était pas forcément développé. Du côté Est, on avait Thomas Edison qui dominait, mais à l'Ouest, personne. Et c'est là où les femmes, elles ont eu les fins. C'est qu'à cette époque-là, elles étaient juste faites pour être des bonnes épouses ou des bonnes mères, mais elles avaient envie de liberté. Elles avaient des idées, elles étaient créatives, donc elles se sont toutes barrées là-bas.
Et elles ont commencé à créer leur propre studio et à aller créer tout plein de choses qui vont avec. Donc dans cette liste non exhaustive de femmes qui ont inventé les belles choses, nous retrouvons en tête d'affiche Alice Guy, qui elle a réalisé en 1896 le premier film narratif, La Fée aux choux, quelques mois avant Georges Méliès. Donc petite précision, parce que je vois déjà les commentaires arriver. Quand on dit premier film narratif, c'est que ça a été la première qui a eu l'idée de faire un film dans lequel elle engage des acteurs et des actrices, où elle met en scène des petites choses. À ce moment-là, il faut savoir qu'elle est la secrétaire de Léon Gaumont, qui justement l'a emmenée avec lui sur une projection des Frères Lumière. Donc les films étaient déjà sortaient, il y avait déjà des films, mais les films narratifs, c'est elle qui l'a proposé. Alors évidemment sous condition de la part de Léon, qui lui a dit oui, tu peux utiliser notre matériel, cependant faut pas que ça entache ce que tu fais dans ton travail de secrétaire quand même. Avant tout, t'es une secrétaire, alors qu'elle a quand même révolutionné le monde du cinéma, donc un peu marrant. Ensuite, nous avons Loïs Weber, qui, elle, a inventé le split screen, donc, qui divise l'écran en plusieurs parties, et qui a abordé des sujets féministes comme le droit à l'avortement dans son film Where Are My Children, pardon pour cet accent à chier, en 1916. Ensuite, nous avons Mabel Normand, qui, elle, a appris à Charlie Chaplin à écrire des sketchs comiques. Alors attention, on ne va pas ne pas s'y méprendre, elle n'a pas lancé Charlie Chaplin, elle n'a pas inventé le fait de faire des sketchs, cependant elle l'a énormément épaulé et on pourrait se poser la question, sans elle, comment aurait évolué sa carrière. Mais on n'enlèvera pas son talent à Charlie Chaplin, qui lui est dû quand même à lui. Et nous avons Dorothy Erzner, qui a inventé la perche à micro et qui a été surnommée la mère d'Universal par le patron d'Universal Studios lui-même. Pour continuer cette petite liste, nous allons parler de, j'espère que je vais bien le dire, Lotte Reiniger, qui elle a inventé donc l'animation en papier découpé. Elle a réalisé son premier long métrage d'animation, Les Aventures du Prince Ahmed, en 1926, soit 11 ans avant le vrai Blanche-Neige de Walt Disney, cette fois-ci, celui qui est accessible à toutes et à tous. Donc l'histoire elle est intéressante parce que c'était une enfant berlinoise qui découvrait beaucoup de films d'animation, qui s'est pris de passion pour ça et qui a du coup testé cette technique de papier découpé. Et elle s'est fait remarquer parce que elle avait vraiment une délicatesse et une précision dans le découpage qui rendait quelque chose de très souple à l'écran et donc une animation assez bluffante pour l'époque. Je rappelle, on est en 1926, donc voilà, date assez importante. Et enfin, dernière femme dont j'avais envie de parler, parce qu'elle est très proche de Martin Scorsese, elle est sa monteuse. Il s'agit de Thelma Schoonmaker, qui elle a inventé un style de cinéma au montage alors je ne l'ai pas trouvé, mais je crois qu'il n'a pas forcément de nom. Mais en fait, elle mélange plusieurs styles, qui est l'arrêt sur image, le jump cut, le ralenti et des grosses pauses. Ce qui donne un montage dynamique et entre guillemets sale, parce qu'on aperçoit en fait un peu les coupes au montage, ce qui est ordinairement pas traditionnel. Souvent on aime bien les films où c'est lisse, où on y voit que du feu. Elle, si vous avez vu certains films de Martin Scorsese, puisqu'elle est quand même la monteuse de plus d'une vingtaine de ses longs métrages, vous voyez de quoi je parle. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi ces femmes, elles ont un peu disparu et qu'elles ne sont pas connues aujourd'hui, parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne les connaissez pas. Moi, la première, pour préparer cette chronique, il y en a certaines que je ne connaissais pas. Mais en fait, tout simplement, dans les années 30, après la Grande Dépression, l'industrie cinématographique a été bouleversée. De riches hommes d'affaires ruinés par la crise ont cherché à investir dans un secteur lucratif, Hollywood. Les syndicats se sont installés dans les studios et ont totalement éliminé les femmes parce qu'elles n'avaient pas le droit d'en faire partie. Parce que, on rappelle, à cette époque-là, pas de droit de vote pour les femmes et pas le droit de se syndiquer. Donc les hommes sont arrivés avec leurs énormes paires de, vous savez quoi, et leurs énormes billets et on dit maintenant les femmes, vous êtes bien mignonnes, mais ce que vous allez faire, c'est transmettre vos savoirs aux hommes, vous allez les former, vous allez nous expliquer comment faire, puis après vous allez gentiment aller vous faire foutre et passer devant la caméra et devenir des icônes sexuelles. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et merci beaucoup Aline pour cette carte blanche, puisque pour le coup elle était passionnante. En plus il y aura quelques images, j'imagine, sur YouTube. Si jamais vous souhaitez justement voir notre émission, n'hésitez pas, puisque la carte blanche est souvent très illustrée et on aime beaucoup. Et je pense que là il y aura pas mal de choses à voir. Ce sera vraiment là pour le coup des femmes qu'on va mettre en avant. Oui Zéphyr ? On peut la voir quelque part, mais c'est sous quel format ? Sur YouTube. Mais en vidéo, tu veux dire ? Oui, en vidéo. Puisque c'est... Alors, désolé, hein. Oui, t'étais peut-être pas là, mais alors, on a dit qu'on arrêtait. Non. On le sait, qu'on est filmé. Non, mais non, c'est le concept, mec. Oh, Zéphyr. Bah, on peut pas... on peut pas faire de retransmission. Regarde les nids. Oh, bah oui, on est filmé. Ah, je m'en vais.
Oh non, c'est un nom, hein, c'est juste un nom d'emprunt. Après, on n'est pas filmé, ça peut dire plein de choses, tu sais. On n'est pas... On va te consoler après. J'espère que les gens ils viendront regarder les vidéos YouTube, quoi. Oui, c'est bien. T'as super bien appris la leçon, voilà. Continue à le faire. Pour les shorts après. Merci. Je te donnerai le billet. Ouais, ça marche. 100 €, on avait dit. Ouais, c'est ça. 100 ? Ouais, 200, t'inquiète. Okay. Merci beaucoup, Roman, aussi, pour ces chroniques tout au long de l'émission. De rien. Voilà. Tu t'es parti évidemment avec Joshua très très loin sur High School Musical. On sait que ça vous tient à cœur. On est désolé. On fera une émission High School Musical un jour. Mais je pense que ça n'a pas été reconnu à sa juste valeur. On va pas repartir sur le débat, s'il te plaît. Vraiment, c'est pas. Il va falloir refaire un pansement parce que là vraiment t'es. Est-ce que je peux juste conseiller un film parce que Aline a parlé au moment de l'avortement et il y a pas longtemps Rosalie Varda a fait une interview où elle parlait du fait que son père Jacques Demy et sa mère Agnès Varda prêtaient la maison pour des avortements clandestins et du coup je vous conseille vraiment L'une chante l'autre pas d'Agnès Varda qui parle de toute cette période-là qui est incroyable et qui est je pense hyper fort à voir. Voilà. Eh ben, une super dernière reco. Et justement, j'ai vu ça et t'avais publié ça sur les réseaux et j'avais trouvé ça génial aussi. Plus comme anecdote aussi, parce que j'adore Jacques Demy et Agnès Varda, donc j'adorais déjà le couple. Alors là, ça m'a encore consolidé. Merci beaucoup, Jean-Philippe, Joshua, Raph. Excusez-moi, je pars dans tout. En même temps, avec vos noms, Jean-Philippe, tout ça, excusez-moi, Raph, encore une fois, mais bon. C'est difficile aussi de vous fixer. C'est super long, hein. Tais-toi, putain. Mais parle en même temps. Bah, parle. T'étais là, tu t'attends les compliments, tu rebondis pas. J'attends rien du tout. Déjà, mon nom, Jean-Philippe, tu me l'as donné. Oui. Merci, papa, créateur. Jean-Yves, tu es le père. Ok. Pour évoluer dans la vie, avancer enfin. Commence pas à être long, ouais. Pardon, excuse-moi. Et du coup, on n'est pas filmé. Oui. T'as cherché un autre sens qu'on n'est pas filmé en vidéo. Oui, on va le donner un jour. On n'est pas filmé dans du film alimentaire, tu sais bien. Ah, ce qui est très compliqué d'ailleurs pour pouvoir parler parce que comme ça. Et on peut mourir. Et on peut mourir accessoirement. Ah oui, c'est pour ça qu'on n'est pas filmé et qu'on peut parler à la radio. Bravo dans le côté on se mute pas ni rien. J'aime bien. Bravo, il est très très fort. On peut applaudir Raph quand même. Merci beaucoup aussi Marion à la régie. J'espère que tu as aimé l'émission. Oui, et tu m'avais demandé de juger qui avait les meilleurs goûts tout à l'heure. Oui. Et donc le vainqueur est Zéphyr avec la vraie histoire du petit chaperon rouge. Voilà. Ah, c'est vrai ? C'est quelque chose... Tu l'as vu le film ? Ah oui, et vu et revu, et vraiment, c'est un super film. Bon, bah écoute, super, tu appuies le conseil. On remercie évidemment Lenny, qui n'est pas au micro, pour l'émission et le fait qu'il filme, évidemment. Merci pour ton investissement. Merci beaucoup Joshua pour tes envolées pipi et caca, parce qu'il nous a fait les deux sur cette émission. On vous remercie évidemment de nous écouter. N'oubliez pas, on est sur les réseaux, on est sur Insta, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est encore une fois sur YouTube, où on illustre totalement nos émissions. Vous pouvez voir nos petites figures, et j'espère justement que vous allez nous rejoindre pour les prochaines émissions. Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bah écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore la... Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon bah ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui s'est joué. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il faut ? Cet entretien sera intégralement pas filmé.